En février 1934, alors que l'hiver portait sa quiétude, Caleb Davis Bradham rendait son dernier souffle dans la vaste chambre principale d'une imposante bâtisse de briques à 3 étages, nichée à New Bern, en Caroline du Nord. Cette demeure, dont les murs furent les silencieux témoins de près d'un siècle d'histoire américaine, avait vu des généraux de la guerre de sécession arpenter le parquet pour élaborer des stratégies, et de riches marchands y recevoir leurs hôtes. Pendant 26 longues années, Bradham y vécut, observant depuis ses hautes fenêtres l'ascension spectaculaire de son rêve américain, avant de le voir s'effondrer. Cette demeure existe toujours, ses parois de briques rouges et son toit à faible pente, attestant de la dextérité artisanale d'une époque révolue. Pourtant, l'histoire qu'elle recèle va bien au-delà de sa structure. C'est un récit d'ambition dévorante, d'innovation audacieuse, de déchirement profond et de l'un des plus spectaculaires revers commerciaux de l'histoire des États-Unis. Caleb Bradham n'était pas un homme ordinaire. Il fut le cerveau derrière le Pepsi-Cola, le père d'une boisson destinée à devenir l'une des marques les plus célèbres de la planète. Et pourtant, il s'éteignit presque sans le sou, ayant tout perdu à cause d'un pari hasardeux sur le sucre qui anéantit son empire en quelques semaines à peine. Pour comprendre comment un pharmacien de la Caroline du Nord rurale créa une boisson valant des milliards avant de la perdre, il faut remonter le temps. L'Amérique renaissait alors de ses cendres, même si la maison fut bâtie avant. La bâtisse, futur domaine Bradham, fut érigée en 1848, quand New Bern était une cité influente de Caroline du Nord. Son constructeur, Charles Edward Slover, un négociant arrivé jeune homme, doté d'une ambition farouche et d'un sens aigu des affaires. Avant la quarantaine, Slover avait amassé une fortune considérable grâce au transport maritime et au commerce général. Ses navires faisaient des allers-retours vers les Caraïbes, le hissant parmi les plus fortunés de l'est de la Caroline du Nord. Slover voulut une résidence proclamant son succès. Il engagea Hardy B. Lane, l'architecte le plus estimé de New Bern, réputé pour ses œuvres alliant élégance raffinée et robustesse inébranlable. Lane conçut une demeure majestueuse à 3 niveaux, de style néo-grec, alors le plus en vogue dans le sud d'avant-guerre. La maçonnerie, en appareil flamand, un motif où briques longues et courtes s'alternent avec précision, créa un mur à la fois esthétique et d'une solidité remarquable. Des encadrements de grès brun ornaient fenêtres et portes, lui conférant une sophistication rivalisant les grandes cités du Sud. Achevé en 1849, le manoir Slover s'imposait comme la résidence privée la plus imposante de New Bern. Ses proportions parfaites, ses détails d'une exquise délicatesse. De hautes fenêtres inondaient l'intérieur de lumière. Des plafonds élevés assuraient une fraîcheur constante, même lors des étés caniculaires de Caroline. Slover avait concrétisé son vœu, un monument à sa réussite, fait pour perdurer. Pourtant, l'histoire interrompt souvent les plus grands desseins. En 1861, la sécession des Confédérés déclencha le conflit civil. Stratégiquement situé sur le Neuse et connecté au chemin de fer Atlantique Caroline du Nord, New Bern devint immédiatement une cible fédérale. Charles Slover, lucide, anticipa la tempête. Contrairement à ses nombreux voisins, aveuglés par leurs biens et leur loyauté confédérée, Slover fut pragmatique. Avant l'invasion inévitable, il transféra discrètement l'essentiel de sa fortune vers des banques britanniques, la mettant à l'abri des ravages. Il rassembla ensuite sa famille et s'exila à High Point, loin des champs de bataille côtiers. Le 14 mars 1862, la bataille de New Bern éclata à 5 milles au sud de la ville. Le général Ambrose Burnside mena 11 000 soldats unionistes contre 4 000 défenseurs confédérés, retranchés hâtivement le long du chemin de fer. Malgré un temps froid, pluvieux et des routes boueuses, les troupes de Burnside avancèrent avec une détermination implacable. Dès l'après-midi, la ligne confédérée céda. Les défenseurs battirent en retraite désordonnée vers Kinston,
à plus de 30 000. New Bern tomba à l'Union ce jour même, demeurant occupé jusqu'à la fin du conflit. Pour le général Burnside, commandant du département de la Caroline du Nord, un quartier général digne s'imposait. Son regard fut attiré par la plus belle demeure de la ville, le manoir abandonné de Slover. Pendant les 3 années suivantes, la maison Slover devint le cœur névralgique des opérations de l'Union dans l'est de la Caroline du Nord. Le 18e corps d'armée y établit son état-major, et des décisions militaires capitales du théâtre oriental y furent prises. Le général John J. Foster, successeur de Burnside, en fit sa résidence personnelle et son poste de commandement. Des clichés d'époque immortalisèrent le général Foster et son état-major, figés sur le large perron. Leurs uniformes, impeccables malgré la fureur des combats, contrastaient avec l'élégance des colonnes de la bâtisse, s'érigeant derrière eux comme les emblèmes de la civilisation qu'ils affirmaient défendre. Mais la demeure fut aussi le théâtre d'une histoire bien plus intime et humaine. Pendant les années de guerre, une femme nommée Mary Cord œuvrait dans les cuisines du manoir Slover. Esclave, arrachée à sa famille, elle avait été forcée de cuisiner pour les foyers confédérés avant l'occupation de l'Union. Son récit, d'une force poignante, capta l'attention d'un jeune auteur visitant New Bern après la guerre. Il s'agissait de Samuel Clemens, dit Mark Twain, qui fit des expériences de Mary Cord l'une de ses nouvelles les plus puissantes et véridiques. Dans ce conte, il la nomma Tante Rachel, mais sa voix, sa peine et son incroyable résilience furent directement inspirés des conversations tenues dans ces mêmes pièces où les généraux planifiaient les batailles. La guerre terminée en 1865, la famille Slover revint à New Bern. Grâce à la prévoyance de Charles Slover pour protéger ses biens, ils purent reprendre leur vie prospère pendant que beaucoup de leurs voisins peinaient face à la dévastation de la défaite. Le manoir fut nettoyé, réparé et retrouva sa splendeur passée. Charles Slover l'occupa jusqu'à sa mort en 1892, léguant la maison et son contenu à parts égales à ses enfants. Son fils George acquit la propriété des autres héritiers et maintint la présence familiale dans la grande demeure jusqu'en 1905. Alors, un nouveau chapitre s'ouvrit pour le manoir. En 1908, la demeure Slover fut acquise par un homme dont le nom commençait à peine à se propager dans les journaux du Sud-Est. Cet homme, Caleb Davis Bradham, était encore méconnu hors de la Caroline du Nord, mais cela allait radicalement changer. Car il avait créé, dans l'arrière-boutique de sa pharmacie, une formule vouée à une célébrité mondiale. Caleb Bradham naquit le 27 mai 1867 dans la petite ville de Chinquapin, en Caroline du Nord. Son père, George Washington Bradham, était un homme d'affaires à la prospérité mesurée et sa mère, Julia McCann Bradham, était issue d'une lignée solidement enracinée dans le passé américain. L'un de ses ancêtres avait d'ailleurs servi comme officier dans l'armée de George Washington durant la guerre d'indépendance. Dès son plus jeune âge, Caleb révéla une alliance singulière de curiosité et d'ambition. En 1886, il débuta ses études à l'université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Il y montra un brio exceptionnel, s'imposant comme un étudiant remarquable et rejoignant la société philanthropique. Diplômé, il s'orienta résolument vers la médecine, s'inscrivant à la faculté de médecine de l'université du Maryland. Son parcours, pour ce jeune homme originaire des zones rurales de Caroline du Nord, semblait mener à la réussite sociale. Mais le destin frappa. La faillite de l'entreprise paternelle anéantit ses chances de financer ses études médicales. Caleb dut, à regret, renoncer à devenir médecin et retourner en Caroline du Nord. Ce fut une amère désillusion pour un esprit diligent, si proche de ses aspirations. Caleb Bradham ne plia pas face à l'adversité. Incapable d'embrasser la carrière de praticien, il résolut de mettre ses solides connaissances en chimie et en médecine au service d'autrui autrement.
il accepta un poste d'enseignant à l'Académie Vance de New Bern, ce qui lui permit de financer sa réorientation. Il s'inscrivit alors à la faculté de pharmacie de l'Université du Maryland. En 1895, il obtint son diplôme de pharmacien en Caroline du Nord. Il avait désormais les titres pour sa nouvelle voie. Bradham acquit une petite officine, Bradham's Pharmacy, au centre-ville de New Bern, à l'angle des rues Middle et Pollock. Comme la plupart des pharmacies de l'époque, elle disposait d'un comptoir à soda où la clientèle dégustait des boissons en attendant ses ordonnances. Ce comptoir à soda allait permettre à Caleb Bradham de transformer son destin et de révolutionner l'industrie des boissons. Les années 1890 marquaient l'apogée des fontaines à soda. Ces superbes installations, de marbre et de laiton, devenaient de véritables centres de vie sociale sur le continent américain. Des lieux où les habitants se retrouvaient, échangeaient et se délectaient d'une boisson fraîche lors des chaudes après-midi d'été. Les pharmaciens rivalisaient d'ingéniosité pour créer des breuvages attrayants, mêlant sirop et eau gazeuse en d'infinies variations. Caleb Bradham s'investit pleinement dans cette émulation créative. Il menait des expériences incessantes, assemblant saveurs et composants pour trouver la boisson rafraîchissante par excellence. Son bagage médical était un atout. Il maîtrisait les interactions des substances sur l'organisme et visait à élaborer un breuvage non seulement exquis, mais aussi bénéfique pour la santé. À une époque où l'industrie des boissons gazeuses était entachée par des ingrédients souvent nocifs, y compris de la cocaïne et d'autres stupéfiants, Bradham veillait à n'employer que des composants sûrs et entièrement naturels. En 1893, au terme d'innombrables tentatives et perfectionnements, il créa une boisson singulière. C'était une alliance pétillante d'eau gazéifiée, de sucre, d'un soupçon de caramel, d'huile essentielle de citron, de noix de muscade et d'extrait de noix de cola. Dès la première gorgée, la clientèle fut unanime. Cette nouveauté se distinguait radicalement de tout ce qui était alors disponible sur le marché. Spontanément, on la réclama par son nom, l'appelant affectueusement la boisson de Brad, en hommage à son inventeur. Le succès de cette formule fut foudroyant au comptoir de la pharmacie. Des clients affluaient pour savourer cette concoction, et sa renommée franchit rapidement les frontières de New Bern. Bradham comprit alors qu'il détenait bien plus qu'une simple curiosité de pharmacie. Il avait entre les mains un produit au potentiel commercial immense, dépassant les murs de sa petite officine. 5 ans plus tard, en 1898, une décision capitale le mena à rebaptiser sa création Pepsi Cola. Ce nouveau nom était une fusion habile. Pepsine, évoquant une enzyme digestive, et cola, rappel de l'extrait de noix de cola présent dans sa formule. Bradham était convaincu des vertus digestives de sa boisson et désirait que son appellation en reflète les bienfaits perçus, bien que, dans les faits, la boisson n'ait jamais réellement contenu de pepsine. L'association de son nom à la santé digestive était, à ses yeux, un atout marketing indéniable. Le 4 janvier 1901, Caleb Bradham unit sa destinée à celle de Charity Cradle, issue d'une honorable famille de New Bern. Cette union fut célébrée dans la joie. De cette alliance naquirent 3 enfants, Mary, Caleb Jr. et George. La jeune famille s'enracina à New Bern, tandis que Caleb partageait son énergie entre son officine et l'essor de son entreprise de boissons. L'année suivante, en 1902, Bradham décida de structurer Pepsi Cola en entreprise. Le 24 décembre 1902, la Pepsi Cola Company fut officiellement constituée en Caroline du Nord, avec Bradham comme président. Il déposa une marque auprès de l'Office des brevets des États-Unis, et le 16 juin 1903, Pepsi Cola était officiellement enregistrée. Cette reconnaissance, parmi les toutes premières marques déposées en Amérique, témoignait de sa perspicacité commerciale
et de sa volonté de protéger son œuvre. C'est à son amie et voisine, Bayard Wooten, artiste photographe avant-gardiste, qui immortalisa plus tard le visage du Sud-Américain par ses clichés, que revint la conception du tout premier emblème de la firme. La signature rouge, si particulière, fut aussitôt reconnaissable. Elle s'afficha sur les flacons, les supports publicitaires et les devantures commerciales, rayonnant dans toute la contrée. En 1903, la demande de Pepsi-Cola dépassa la capacité de production de la pharmacie de Bradham. Il déménagea ses opérations dans un entrepôt loué, intensifiant la commercialisation de son sirop. La première année, les ventes atteignirent 8000 gallons. Sa publicité promettait excitation, vitalité et une meilleure digestion. L'entreprise connut une expansion rapide. En 1905, Bradham acheta la Bishop Factory à New Bern pour $5000, centralisant production de sirop et embouteillage. Il commença à distribuer le Pepsi-Cola en flacons de 170 grammes, élargissant sa clientèle des comptoirs à soda aux épiceries et restaurants. Les ventes atteignirent près de 20 000 gallons. La même année, il octroya ses 2 premières licences d'embouteillage à Charlotte et Durham. Ce système de franchise était innovant. Au lieu de construire sa propre infrastructure, Bradham accorda à des entrepreneurs locaux le droit de produire et vendre le Pepsi-Cola sur leur territoire. Ils achetaient le concentré à sa société et géraient le reste des opérations. Cette stratégie permit une expansion rapide et sans investissement massif. En 1910, cette approche portait ses fruits. Le Pepsi-Cola, de curiosité locale, était devenu un phénomène régional. 240 franchises opéraient dans 24 États, de l'Atlantique aux Rocheuses. L'entreprise, née d'une modeste arrière-boutique, était désormais une marque nationale. Pour célébrer ce succès, Bradham organisa à New Bern la première assemblée générale des embouteilleurs Pepsi-Cola. Des franchisés vinrent de tout le pays pour rencontrer l'homme à l'origine de leur fortune. Bradham les reçut avec faste, les invitant à bord de l'Elfrida, un ancien navire de la guerre hispano-américaine transformé en yacht privé. Cet événement marqua l'affirmation du Pepsi-Cola comme acteur majeur de l'industrie des boissons aux États-Unis. En 1908, à l'apogée de ses premiers succès, Caleb Bradham acquit la plus prestigieuse résidence de New Bern, l'ancienne Slover Mansion sur Johnson Street. Une demeure symbolique pour un homme qui, ayant surmonté faillite et déception, était devenu l'un des entrepreneurs les plus prospères du Sud. Cette maison, jadis habitée par des généraux de la guerre de Sécession, devint la résidence du roi du Pepsi-Cola. Pour Bradham, l'achat transcendait l'ostentation. C'était une affirmation de sa légitimité et de son nouveau statut social. L'ancien apothicaire de Chincapin était devenu une figure emblématique de New Bern. Il siégeait au conseil des commissaires du comté de Craven et présidait la Banque populaire de New Bern. Profondément engagé dans la franc-maçonnerie, membre actif des Shriners, il atteignit le 32e degré du rite écossais, occupant diverses fonctions dirigeantes. Co-fondateur de la milice navale de Caroline du Nord, il servit 25 ans dans la réserve navale, la quittant comme contre-amiral. En 1914, Josephus Daniels, secrétaire à la marine, le nomma au conseil général de la milice navale. Sa notoriété le plaçait comme candidat potentiel au gouvernorat de Caroline du Nord. Caleb Bradham avait le don de Midas, transformant tout en succès. Les Bradham emménagèrent avec joie dans leur nouvelle résidence. Ses murs séculaires résonnaient désormais des rires enfantins. Mary, Caleb Junior et George exploraient les vastes salons où stratèges militaires et négociants avaient autrefois œuvré. Charity Bradham, élégante et naturelle, dirigeait la maisonnée, organisant réceptions et soirées mondaines qui ancraient les Bradham au sein de l'élite new-bernoise. Depuis son bureau, dominant la cité de ses fenêtres, Caleb embrassait du regard la ville transformée en son empire. L'apothicairerie de son ascension se trouvait à courte distance, à l'angle des rues Middle
et Pollock. Non loin, l'usine Bishop résonnait du labeur incessant des ouvriers, embouteillant le sirop incomparable du Pepsi-Cola. La symphonie du succès était complète. Les années suivantes virent une expansion ininterrompue. Les ventes de Pepsi-Cola s'envolaient, le réseau de franchises s'étendant nationalement. Des campagnes publicitaires novatrices, avec figures féminines et célébrités, soulignaient les vertus rafraîchissantes et tonifiantes de la boisson. Précurseur, Brabham fut parmi les premiers à adopter le transport motorisé pour sa logistique, pour la vélocité et l'efficacité essentielle sur un marché des sodas férocement compétitif. En 1915, l'horizon paraissait d'une clarté éblouissante, presque irréelle. Le Pepsi-Cola rayonnait sur 7 États du Sud-Est, avec des bénéfices dépassant 31 000 $, une somme colossale pour l'époque. Riche, vénéré, son succès dépassait ses plus folles espérances d'étudiant en médecine, contraint par la misère à abandonner ses aspirations. Pourtant, 1915 marqua aussi l'année où l'Europe bascula dans le conflit le plus dévastateur de l'histoire. Cette grande guerre, ainsi nommée alors, semblait pourtant bien éloignée de la quiétude de New Bern. L'industrie américaine profitait amplement du conflit européen, approvisionnant les Alliés en denrées et matériaux. Pour Brabham et Pepsi-Cola, la guerre représenta d'abord une opportunité d'expansion et de croissance. Puis, en 1917, les États-Unis entrèrent en guerre. Tout changea. Le gouvernement fédéral instaura des mesures drastiques pour soutenir l'effort de guerre, dont la rationalisation des produits de première nécessité. Le sucre, fondamental aux boissons gazeuses, fut parmi les denrées les plus contrôlées. L'État fixa son prix à seulement 300 la livre et n'en alloua que des quantités très limitées aux fabricants. Pour Pepsi-Cola, dont la saveur dépendait entièrement du sucre, ce fut une menace existentielle. Brabham déploya son ingéniosité pour maintenir son activité. Il expérimenta des substituts, comme la mélasse, espérant préserver la qualité. En vain. Ces édulcorants alternatifs altérèrent le goût, décevant les consommateurs fidèles à la formule originelle. Les ventes s'effondrèrent brutalement, Pepsi-Cola peinant à produire du sirop même pour une demande réduite. Cette période d'austérité et de restriction dura près de 2 ans, affaiblissant l'industrie des boissons. Brabham observa, impuissant, son empire se déliter. Usines au ralenti, franchisés luttaient désespérément pour leur survie. Il était persuadé que la paix ramènerait l'ordre des choses et la prospérité. Il fallait tenir bon, coûte que coûte. En novembre 1918, l'armistice fut signé. Le conflit mondial prit fin. Le gouvernement leva les contrôles, le sucre redevint accessible. Pour Caleb Brabham, ce devait être la délivrance, l'opportunité de tout reconstruire. Ce fut, au lieu de cela, le début de la fin, marquant l'un des plus retentissants naufrages commerciaux de l'histoire américaine. Le cours du sucre, affranchi de régulation, ne retrouva pas son niveau d'avant-guerre. Il s'envola. De 300 la livre, son prix grimpa vertigineusement dès la fin de 1918 et tout au long de 1919. À l'été de 1920, le sucre atteignit 28 cents la livre, près de 10 fois son tarif de guerre. Brabham, comme de nombreux entrepreneurs, observa cette flambée avec appréhension et opportunisme. Il lui fallait du sucre pour relancer la pleine production. Mais il y vit aussi l'occasion stratégique de se prémunir contre les hausses futures en acquérant de grandes quantités en gros. Brabham misait sur une hausse persistante des cours pour conférer à Pepsi-Cola un avantage indéniable. Maintenir sa production alors que ses rivaux peineraient à s'approvisionner abordablement. Ce pari audacieux, bien que des plus sensés au vu du marché et ayant profité à d'autres, allait hélas anéantir l'empire de Caleb Brabham. Il acquit des quantités astronomiques de sucre, à 28 cents la livre, engageant sans réserve les ressources de son entreprise dans ce qu'il percevait comme un placement des plus judicieux. Des entrepôts entiers débordèrent de sacs,
un stock colossal de millions de dollars et d'années de bénéfices. Puis, le marché s'effondra de manière inattendue. Quelques semaines après l'acquisition, les cours du sucre chutèrent vertigineusement. Cette flambée initiale, alimentée par une frénésie spéculative et des achats paniques, ne reflétait aucune pénurie réelle. Le marché inondé, les prix dégringolèrent à 20 cents, puis 15, 10 et enfin 500 la livre. Caleb Bradham se retrouva avec des réserves gigantesques dont la valeur ne représentait même plus le 6e de son coût d'achat. Ayant misé l'avenir de son entreprise sur une hausse continue des prix, la défaite fut totale, irréversible. La réalité économique s'imposa avec une brutalité implacable. Vendre ce sucre engendrerait des pertes colossales. L'utiliser avant péremption était une gageure, et combler l'écart abyssal entre le prix payé et sa valeur réelle par emprunt, impossible. Le fondateur de Pepsi Cola vit son œuvre s'évanouir, impuissant. Les créanciers exigeaient leur dû, les franchisés dépendants du sirop sombraient dans la consternation. Les banques, jadis empressées de soutenir l'un des entrepreneurs les plus florissants de New Bern, rappelaient désormais leur crédit. Le 31 mai 1923, Caleb Bradham et Pepsi Cola déposèrent le bilan. Leurs actifs, marques déposées, formules secrètes, infrastructures commerciales, furent cédés à la Craven Holding Corporation pour la modique somme de 30 000 $. Une somme dérisoire pour une entreprise un temps estimée à plusieurs millions et qui représentait 2 décennies de labeur, d'innovation et de rêve. Bradham était ruiné, anéanti par cette faillite le dépouillant de presque tout. L'usine Bishop disparut. Son réseau de franchises méticuleusement tissé fut démantelé. L'entreprise, portant son nom, perdurerait sans lui, passant entre les mains de multiples propriétaires avant de devenir le géant mondial actuel. Caleb Bradham n'aurait aucune part à cette destinée future. La débâcle financière de 1923 n'avait pas tout raflé à Caleb Bradham. Sa famille restait son soutien indéfectible. Sa licence de pharmacien était sauve, garant d'un métier respectable, et, surprenamment, l'imposante demeure de Johnson Street lui appartenait encore. Cette vénérable résidence, jadis refuge de généraux de la guerre de sécession et berceau d'un empire des boissons, demeura son inébranlable asile durant les années les plus sombres de son existence. Après la banqueroute, l'homme arpentant ses couloirs n'était plus l'entrepreneur confiant et flamboyant d'il y a 15 ans. Sa vivacité s'était éteinte. Ses yeux sombraient. Caleb Bradham avait tout perdu en misant sur la hausse continue des prix du sucre, subissant un revers financier d'une ampleur spectaculaire. Au lendemain de la catastrophe financière, Bradham réagit, comme toujours face à l'adversité, en se remettant humblement au travail. La compagnie Pepsi Cola avait disparu, cédée pour une fraction de sa valeur. Mais son officine tenait bon, fièrement érigée à l'angle des rues Middle et Pollock. La fontaine à soda, berceau de la boisson de Brad, miroitait toujours. Ne pouvant plus être un magnat international, il redevenait dignement l'humble pharmacien de petite ville, entièrement dévoué à sa communauté. Ce retour aux sources, bien que teinté d'amertume et de regret, portait une dignité certaine. Quotidiennement, Bradham voyait les rappels silencieux de son œuvre bâtie puis perdue. L'usine Bishop, où des milliers de bouteilles de sirop Pepsi Cola avaient été embouteillées, était désormais silencieuse et inerte, muet témoin d'une splendeur passée. Son réseau de franchises opérait toujours, mais sous de nouveaux propriétaires, les profits allant à des investisseurs n'ayant jamais ménagé une goutte du précieux breuvage. Sa marque déposée, enregistrée en 1903, jalon historique du commerce américain, était maintenant propriété d'autrui, un symbole arraché. Les habitants de New Bern observaient leur héros déchu avec compassion et un respect inaltérable. Bradham, enfant du pays, avait connu une gloire nationale. Sa chute, bien que pénible,
n'altéra pas l'affection et la loyauté de ses concitoyens. Ils continuaient à lui confier leurs ordonnances avec la même confiance, le saluant chaleureusement. Il comprenait que son audacieux pari sur le sucre, quoique stratégique, avait tourné au désastre, fatalité économique. Sa persévérance à demeurer généreux, malgré ses circonstances réduites et son adversité, rendait sa destinée d'autant plus poignante et son exemple plus grand. Malgré la ruine de son entreprise, il maintint le fonds de bourse créé en 1902 à la faculté de pharmacie de l'Université de Caroline du Nord. Année après année, il finança de jeunes pharmaciens, soutenant leurs ambitions alors que les siennes étaient anéanties. Ce dévouement perdura jusqu'en 1930, 4 années avant son décès, quand sa santé et l'épuisement de ses ressources le contraignirent à y renoncer. Son engagement communautaire, lui non plus, ne faiblit pas. Il resta un membre zélé des Shriners, participant aux œuvres caritatives et entretenant les amitiés de ses années prospères. La fraternité de la loge lui offrit réconfort et sens à son existence durant ses épreuves les plus sombres. Ses frères Schreiner ne le condamnèrent pas pour son revers commercial. Ils se souvenaient de l'homme magnanime, organisant congrès et soutenant de nobles causes quand sa fortune était florissante. C'était à leur tour de lui offrir camaraderie et estime au moment où il en avait le plus besoin. Son service au sein de la réserve navale demeurait une fierté inaltérable, étrangère aux aléas des marchés du soda ou du sucre. Le grade de contre-amiral, brillamment acquis après 25 années de dévouement, lui appartenait de droit. Quand Bradham revêtait son uniforme naval pour les fonctions officielles, il cessait d'être un commerçant ruiné. Il incarnait le patriote, ayant consacré un quart de siècle à la défense de sa nation. Cette identité profonde, ni les créanciers, ni l'effondrement des marchés du sucre ne pouvaient la lui ravir. Le labeur quotidien de l'officine provinciale offrait un singulier apaisement. Il trouvait une gratification intime à préparer remède, soulager ses voisins et devenir une référence médicale fiable pour les familles démunies de praticiens. Jadis, Bradham avait ambitionné d'être médecin, de soigner autrui. Sa déconfiture financière l'avait, d'une certaine manière, ramené à cette vocation primordiale. Le chemin s'était infléchi, mais la finalité demeurait immuable. Cependant, les contraintes financières pesaient lourdement. L'entretien de sa vaste demeure rue Johnson engendrait des dépenses colossales. Cette imposante bâtisse de briques à 3 étages, noble et d'héritage historique, exigeait des soins incessants. Toiture, chauffage et aménagement paysager réclamaient réparation, combustible et surveillance continue. Pour un homme aux modestes revenus de pharmacien de bourg, ces frais étaient un fardeau perpétuel. Pourtant, Bradham s'obstinait à y rester. La maison était plus qu'une simple habitation. Cette demeure, apogée de sa réussite, témoignait de son ancienne place parmi l'élite des entrepreneurs du Sud. Vendre, un aveu d'échec inacceptable pour son orgueil, était hors de question. Il s'y accrocha, réduisant les dépenses, observant la patine ternir la peinture et les jardins reprendre leurs droits, sans jamais renoncer à ce foyer. Les salons, jadis écrins de réceptions somptueuses, résonnaient d'un silence profond. Lustre tamisé pour l'électricité, cheminée froide pour le combustible. Pourtant, la bâtisse conservait sa splendeur intrinsèque. L'appareil flamand des briques, posé par les artisans de Hardy Lane en 1848, ne montrait aucun signe de faiblesse. Ses proportions, qui en faisaient la plus belle résidence de New Bern avant la guerre de Sécession, conservaient leur équilibre irréprochable. Malgré l'adversité, la maison Slover-Bradham irradiait une dignité que la malchance ne pouvait ternir. Charity Bradham fut son pilier inébranlable durant ces épreuves.
Épousant un jeune pharmacien prometteur en 1901, elle avait été témoin de son ascension fulgurante, puis de sa chute vertigineuse. Tout au long, elle resta sa complice et son soutien indéfectible. Ensemble, ils élevèrent leurs 3 enfants, Mary, Caleb Jr. et George, à l'ombre de la gloire et de l'échec, leur enseignant que la force de caractère prime sur la fortune. Les enfants grandirent, saisissant l'étrange paradoxe de leur condition. Ils habitaient l'une des plus belles résidences de New Bern, un hôtel particulier antérieur à la guerre de sécession. Mais ils savaient, leur père avait dilapidé une fortune, que le nom Pepsi-Cola, forgé par lui, appartenait à d'autres, et que les ressources familiales étaient plus modestes que leur prestigieuse adresse ne le laissait présager. Quand les années 20 firent place aux années 30, l'économie mondiale s'effondra dans la Grande Dépression. Entreprises s'écroulant partout, banques fermées, chômage atteignant des sommets inimaginables. Pour Caleb Bradham, ayant déjà traversé sa propre descente aux enfers, il y avait une amère ironie à voir l'Amérique sombrer à son tour dans la misère. La compagnie Pepsi-Cola, qu'il avait fondée, perdura péniblement. Après sa faillite, la marque changea de propriétaire plusieurs fois, mais aucun ne retrouva l'éclat de l'ère Bradham. En 1931, l'entreprise fit à nouveau faillite, son second échec en moins de 10 ans. Charles Guth, le nouvel acquéreur, perçut le potentiel de la marque en difficulté. Il transforma Pepsi-Cola en un sérieux concurrent de Coca-Cola, bâtissant la multinationale actuelle. Bradham observait ces évolutions de loin, s'informant des progrès de son ancienne création par la presse. Il resta étranger à la renaissance de l'entreprise, ne recevant ni part ni rétribution pour ce succès. Sa recette, sa marque déposée et son identité visuelle appartenaient désormais à des inconnus. À New Bern, il voyait parfois des gens savourer une bouteille de Pepsi-Cola. Le logo familier de Bayard-Bouton captait son attention. L'excitation des débuts, celle de voir son invention conquérir le pays, le submergeait un instant. Puis, cette réminiscence s'évanouissait, le laissant un homme dépossédé de son héritage par une spéculation sucrière funeste. Son seul lien avec Pepsi-Cola était le fantôme d'un destin manqué. Au début des années 1930, sa santé déclina. Décrite comme une affection chronique, possiblement liée à l'artériosclérose et à des pathologies cardiaques, sa dégradation fut accentuée par les faillites et les difficultés financières. L'ardeur qui l'avait poussé à créer une entreprise d'envergure nationale s'évanouit progressivement. La pharmacie de Middle Street, son dernier refuge et sa source de subsistance depuis la banqueroute, fut ravagée par un incendie. Les flammes dévorèrent le lieu même où la boisson de Bradham avait vu le jour et où les clients s'étaient pressés. Bradham perdait non seulement son commerce, mais aussi un lien tangible avec les plus belles années de sa carrière. Un nouveau bâtiment s'éleva sur les ruines, mais Bradham ne vécut pas assez longtemps pour le voir devenir un lieu de mémoire dédié à son héritage. Aujourd'hui, cet emplacement abrite la Birthplace of Pepsi Store, où les visiteurs découvrent l'histoire de la boisson et de son créateur visionnaire. Au début des années 1930, l'emplacement n'était qu'un amas de cendres et de poutres calcinées. Une nouvelle épreuve dans une vie déjà difficile. Ces derniers mois, Caleb Bradham se retira dans sa demeure de Johnson Street, où il s'apprêtait à refermer le chapitre de sa vie. La chambre où il s'éteignait était celle où il avait jadis forgé ses rêves de grandeur, élaboré ses stratégies, étreint ses jeunes enfants et les avait vus grandir. Charity, son épouse, le veillait sans relâche durant ses ultimes journées, rejointe par leurs enfants. Cette famille, unie face aux tempêtes, se préparait à l'ultime déchirure. Dehors, New Bern poursuivait sa vie quotidienne, ignorant qu'un de ses illustres citoyens tirait sa révérence. Le 19 février 1934, Caleb Davis Bradham rendit son dernier soupir dans sa demeure, à l'âge de 66 ans.
Le certificat de décès mentionnait une sclérose artérielle avec complications, l'issue de nombreuses années de santé déclinante. Le créateur de l'une des boissons les plus célèbres s'éteignait dans une quasi-indifférence, son nom déjà oublié, tandis que sa prodigieuse invention, sous une nouvelle direction, prenait de l'ampleur. Ses funérailles eurent lieu à la première église presbytérienne, où il avait été fidèle durant des décennies. Le sanctuaire fut envahi par une foule en deuil, composée de ceux qu'il avait connus sous divers visages, pharmaciens, entrepreneurs, piliers de la communauté, amis loyaux. Les porteurs furent ses frères, de la loge maçonnique de New Bern. Des hommes qui avaient partagé avec lui victoires et revers, l'ayant vu s'élever, chuter, puis se relever inlassablement par la force de son esprit, à défaut de sa fortune. La cérémonie fut empreinte de dignité et draina une assistance nombreuse, vibrant témoignage de l'estime que Bradham avait su inspirer, non par ses exploits commerciaux, mais par la seule force de son intégrité. Le pasteur évoqua une existence entièrement consacrée au service d'autrui, à sa famille et à sa communauté. Il ne s'attarda nullement sur la faillite ni sur la fortune envolée. Il mit plutôt en lumière les vertus qui lui avaient valu l'affection de tous, sa grande générosité, sa persévérance inébranlable et sa bonté indéfectible envers les plus démunis. Ainsi, dans la mort comme durant les dernières années de son existence, Caleb Bradham fut commémoré non pour ce qu'il avait perdu, mais pour l'essence même de son être. On l'inhuma au cimetière de Cedar Grove, à seulement quelques pâtés de maison de l'emplacement de sa première pharmacie. Ce lieu accueillait les défunts les plus respectés de New Bern bien avant la guerre de sécession. Au cimetière de New Bern, où reposaient soldats confédérés, négociants et dirigeants, Caleb Bradham vint les rejoindre. Sa sépulture, une simple pierre muette sur son destin extraordinaire, fut des années plus tard complétée par une stèle plus modeste, portant son legs, inventeur de Pepsi. Cet hommage discret saluait l'esprit créateur d'une marque qui deviendrait l'une des plus précieuses au monde, générant des milliards de revenus annuels et le gagne-pain de centaines de milliers de personnes. De cette gloire, Bradham ne perçut jamais le moindre fruit. Sa fortune, bâtie puis dissipée en 20 ans, ne lui laissa que souvenirs et une demeure saturée d'histoire. Son épouse, Charity Bradham, lui survécut de nombreuses années, le rejoignant ensuite au cimetière de Cedar Grove. Leurs enfants se dispersèrent, traçant chacun leur voie, forts des enseignements d'une éducation singulière. Le nom des Bradham s'effaça des registres mondains de New Bern, leur mémoire cultivée principalement par les historiens de Pepsi-Cola. Mais la demeure de la rue Johnson demeura immuable. Après le décès de Bradham en 1934, le manoir connut de multiples acquéreurs. Cette noble résidence, quartier général de guerre civile et berceau d'un empire de boissons, devint une maison d'époque parmi d'autres d'une ville qui en regorgeait. De nouveaux occupants se succédèrent, chacun inscrivant un nouveau chapitre à la longue histoire du bâtiment, foulant les dalles où Charles Slover recevait, où les généraux de l'Union tramaient leur stratégie, et où Caleb Bradham célébrait ses triomphes, comme il pleurait ses revers. La portée historique de la maison fut reconnue en 1973 par son inscription au Registre national des lieux historiques. Cette reconnaissance honora l'architecture de l'édifice et sa participation singulière à l'histoire américaine. Rares sont les demeures, à travers le pays, à pouvoir revendiquer un passé aussi composite et captivant. Demeure de riches négociants, quartier général de guerre civile, foyer d'un pionnier des boissons, elle avait été tout cela. Aujourd'hui, la maison Slover Bradham se dresse au 201 de la rue Johnson, à New Bern. Sa façade de briques à 3 niveaux, en appareil flamand, garde l'allure qu'elle affichait quand les artisans de Hardy Lane en achevèrent la construction en 1849.
Les encadrements de grès brun ponctuent toujours élégamment fenêtres et portes. Ses proportions impeccables, lui conférant le statut de résidence la plus imposante du New Bern d'avant la guerre de Sécession, charment toujours l'œil. Le temps a préservé cette vénérable demeure, son essence sauvegardée, malgré les transformations irréversibles du monde alentour. Propriété privée, elle est choyée par des occupants respectueux de sa valeur historique. Rarement ouverte au circuit de demeures d'époque, elle offre le privilège de pénétrer ses murs et d'imaginer les existences qui s'y sont superposées. On y foule les pièces où des généraux élaborèrent leur stratégie, où un pharmacien rêva d'un empire de la boisson, où une famille traversa, avec dignité, les joies et les péripéties de l'existence. À quelques pâtés de maison, la boutique marquant la naissance du Pepsi se dresse sur l'emplacement de l'ancienne pharmacie de Bradham. Bien que l'édifice actuel soit plus récent, érigé après l'incendie de l'original, il abrite expositions et artefacts retraçant l'histoire de Pepsi-Cola. Les visiteurs y découvrent photos de Caleb Bradham, première bouteille et matériel publicitaire, et savourent un Pepsi tiré à l'ancienne. C'est un lieu de pèlerinage pour les amateurs de la boisson et les historiens de l'économie américaine. Le contraste entre ces deux lieux narre la vie de Caleb Bradham. La modeste devanture où il inventa sa boisson incarne créativité et ambition, clé de sa réussite. La grande demeure, théâtre de sa vie et de sa mort, symbolise ses sommets et sa chute inévitable. Ensemble, ils forment un mémorial à l'homme qui transforma l'industrie des boissons sans jamais pleinement jouir de ses fruits. New Bern a embrassé son identité de berceau du Pepsi. La ville célèbre l'héritage de Bradham par des événements et des commémorations, reconnaissant que son invention l'a inscrite sur la carte du monde d'une manière inégalée. En 1998, le centenaire de Pepsi-Cola fut marqué par une parade, des feux d'artifice, une exposition de souvenirs et une pièce de théâtre inspirée de la vie de Bradham. Dignitaires et passionnés de boissons non alcoolisées s'y sont rassemblés pour honorer le pharmacien qui a changé le monde des rafraîchissements. La multinationale, issue de modestes débuts pharmaceutiques à New Bern et désormais établie à Purchase, New York, n'a jamais renié ses origines. Elle ramène régulièrement ses actionnaires et dirigeants à New Bern, sur les traces de Caleb Bradham, là où ses rêves d'empire ont pris racine. La vie de Caleb Bradham et le destin de sa demeure offrent des enseignements universels. Son histoire incarne le rêve américain, une ascension fulgurante de l'anonymat à l'extraordinaire, mais aussi la vulnérabilité du triomphe face aux caprices du destin. Pendant 20 ans, Bradham bâtit son entreprise avec innovation, acharnement et choix stratégiques avisés. Pourtant, une seule décision, un pari risqué sur le cours du sucre, anéantit tout ce qu'il avait édifié. Sa trajectoire peut être perçue comme une tragédie. Il créa un produit valant des milliards de dollars, mais mourut sans grande fortune personnelle. Il érigea une marque mondiale, pour finalement clore sa vie à la tête d'une modeste officine provinciale. Il acquit une somptueuse demeure, symbole de sa réussite, qu'il peina à entretenir, tandis que sa fortune s'évanouissait. Pourtant, sa vie peut être vue autrement. Confronté 2 fois à des revers dévastateurs, la faillite paternelle l'obligeant à renoncer à ses études de médecine, puis celle de sa propre entreprise, il se releva chaque fois, persévérant. Il continua de travailler, de contribuer à sa communauté et de soutenir les jeunes pharmaciens via son fonds de bourse. La débâcle financière emporta sa société, pas son intégrité, ni son caractère inébranlable. La bâtisse de la rue Johnson reste, aujourd'hui encore, un mémorial de cette résilience. Ces murs furent témoins des tumultes de la guerre et des quiétudes de la paix, du succès et de l'échec, des joies et des peines. À travers toutes ces époques, elle a persisté, inébranlable, comme Bradham jusqu'à son dernier souffle. Les briques, assemblées en 1848, conservent leur robustesse intacte. Ces pièces, chargées d'histoire, attendent d'accueillir de nouvelles lignées, prêtes à témoigner de leur passé. Les passants ignorant l'histoire de la maison Slover Bradham ne voient qu'une vieille bâtisse charmante parmi tant d'autres.
Mais ceux qui connaissent son récit y perçoivent bien davantage. Ils y voient le foyer d'un homme aux rêves audacieux, transformant une modeste officine en phénomène national, qui perdit tout, et pourtant persista. Une maison gardienne d'une mémoire vivante. Au crépuscule de son existence, l'héritage de Caleb Bradham réside moins dans sa boisson que dans sa dignité face à l'échec et sa quête de sens, même après l'écroulement de ses desseins. Sa demeure, où il vécut ses dernières années, témoin de son invention prospérant sous d'autres égides, et où il s'éteignit, bercé par les siens et ses souvenirs, dresse encore sa silhouette, manifeste d'une vie embrassée. Ce rafraîchissement qu'il conçut continue de ravir des millions, quotidiennement et mondialement. La multinationale PepsiCo est devenue un géant indétrônable des boissons, avec des recettes annuelles dépassant les 90 milliards de dollars. L'enseigne que Bradham façonna dans l'arrière-boutique de sa pharmacie de New Bern est une icône planétaire, son nom et son effigie reconnus mondialement. Toutefois, nulle part de cette fortune n'enrichit jamais sa lignée. Bradham, instigateur et visionnaire, n'en tira nul profit. Pourtant, son nom demeure, immortalisé sur sa modeste sépulture à Cedar Grove, et conservé dans la mémoire de ceux qui explorent les origines de ce fleuron du patrimoine américain. La résidence Slover Bradham veille sur l'artère Johnson, ses fenêtres scrutant un New Bern transformé que Bradham reconnaîtrait à peine. Sa pharmacie d'origine, où il créa son Brad's Drink, n'existe plus, remplacée par un mémorial à cette œuvre qui, ironie du sort, survécut à son géniteur. L'usine Bishop, où s'embouteillait le sirop de Pepsi-Cola, a été soit réaffectée, soit rayée de la carte. Le maillage de franchise qu'il tissa a été englouti par une structure corporative dont l'ampleur et la complexité défient l'imagination. Pourtant, la demeure persiste et en garde la mémoire. Pour quiconque franchit son seuil, elle murmure son récit. D'ambition et d'ingéniosité, de triomphe et de revers, l'odyssée d'un homme qui créa l'exceptionnel avant de le voir lui échapper. Cette chronique intrinsèquement américaine mérite d'être perpétuée, tant qu'un individu, par une chaude après-midi, recherchera un Pepsi glacé. Caleb Davis Bradham aura beau s'être éteint dans une discrétion relative, sa fortune évanouie, son entreprise sous une autre direction. Il a cependant légué un testament de persévérance, une demeure imprégnée des strates du passé et un breuvage offrant un réconfort bienfaisant à des millions d'êtres. Telle est l'histoire poignante du manoir de la famille Pepsi. Telle est la destinée du domaine Caleb Bradham. L'épopée de ce lieu demeurera gravée tant que les antiques remparts de briques, rue Johnson, braveront l'azur carolinien. Fin.